La sélection librairie du mois de mars 2018. Une jeune femme de Léonore Serrail, édité par Shellac Sud. Paula, trentenaire ébouriffée, est seule dans Paris, avec son chat qu'elle trimballe dans un carton. Ce n'est pas vraiment son chat, c'est celui de son ex-amant, le photographe qui s'est lassé de capturer son image et l'a poussé dehors. Paula ne possède rien d'autre qu'une énergie farouche et naïve. Pas à pas, ce film délicat, Caméra d'or, meilleur premier film du Festival de Cannes en 2017, brosse son portrait en mouvement. Une avancée instable et fragile sur un fil de funambule, entre l'envol et la chute, entre l'enfant perdu et la jeune femme atypique. Plus que la ligne narrative, une errance d'une chambre d'hôtel à une chambre de bonne, des rencontres, un petit boulot dans une boutique de lingerie, c'est ce beau personnage qui retient l'attention. On y retrouve un peu de la drôlerie poignante, le côté clown lunaire de Giulietta Massina dans La Strada, mais aussi l'effritement tragique de Gena Rowland dans Une femme sous influence. Mais Paula est encore ailleurs, dans le naturel et la sensualité fantasque de son interprète, Laetitia Deutsch. En larmes ou en orbite dans ses rêves, en uniforme rose ou perdue dans un grand manteau rouge, la comédienne est la révélation du film. Les raisins de l'espoir, réalisé par B. Ocan et édité par Montparnasse. Les raisins de l'espoir se déroulent en Crimée, dans un village occupé par les Tartares. Les habitants vont bientôt voir leurs terres récupérées par un homme à qui ils doivent de l'argent. Un Français, d'origine turque, instituteur, débarque pour les aider. Il est mandaté par la communauté européenne. Le maire lui fait part de son projet un peu fou. Pour sauver son visage, il veut créer un vignoble. Mais le sol de la région est particulièrement aride. Il faut trouver un moyen de l'irriguer. Ce film est une adaptation du roman Les Tortues, écrit par l'écrivain turc Fakir Bergut. Le réalisateur Beokan a signé précédemment des films comme Istanbul sous mes ailes et Mercedes mon amour. Son long métrage a reçu le Grand Prix au Festival Cinémalna des films méditerranéens. Un film d'une énergie contagieuse, des plans magnifiques, un mélange subtil et superbe, une œuvre visuellement dépaysante qui reprend les codes du cinéma turc longtemps oublié. Jeunesse au cœur ardent, réalisée et éditée par Cheyenne Caron. Comédie dramatique française qui a pour personnage principal David, une vingtaine d'années. Le jeune homme vit encore chez ses parents. C'est un étudiant qui réussit brillamment ses études et qui est destiné à une grande carrière professionnelle. Cependant, parallèlement, il mène une vie de délinquant, en participant sans conviction à des braquages organisés par ses amis. David va alors rencontrer Henri, alias le capitaine, un homme de 90 ans. C'est un ancien militaire qui a connu la guerre d'Indochine et qui n'a cessé de se battre pour ses anciens camarades. David est subjugué par le vieillard. Une amitié commence entre eux. Au casting, Arnaud Jouan qui a joué dans Bom Pom. Deux films de Jacques Rivette, réalisateur français de la Nouvelle Vague, restaurés et édités par les éditions Potemkin, réunis dans un coffret. Un des réalisateurs les plus libres et inventifs. Céline et Julie vont en bateau. À Paris, Julie, présentée par Dominique Labourier, bibliothécaire et magicienne à 16 heures, rencontre Céline, interprétée par Juliette Berthaud. Jeune danseuse prestidigitatrice de cabaret. La jeune fille est difficile à aborder, mais peu à peu, elle se trouve entraînée dans une quête fantastique autour d'une vieille maison, rue de Nadir aux Pommes, qui est peut-être la maison de l'enfance de Julie, peut-être le lieu d'une étrange comédie, un mélodrame de l'Odéon que des acteurs fantômes semblent rejouer sans cesse. Dans les intervalles de ce drame énigmatique, les deux jeunes femmes devenues complices s'amusent à déjouer les projets d'un impresario suspect ou d'un fiancé trop entreprenant. La fantaisie de Rivette explore toutes les combinaisons du thème « La vie est un songe » ou « La vie est une comédie ». Le Pont du Nord, Marie, interprétée par Bulogier, sort de prison. À la rue est claustrophobe. Elle tente de retrouver son compagnon. En chemin, elle rencontre une jeune vagabonde en mobilette, Baptiste, interprétée par Pascal Augier, sorte de Don Quichotte moderne, venu d'ailleurs les oies. Dans leur pérégrination autour de Paris, elles sont traquées par une sorte de police parallèle, les Max. Don Juan de Jacques Weber, édité par les éditions Montparnasse. Don Juan est un aventurier épris de liberté dans l'Espagne du XVIIe siècle. Il tue ses ennemis, séduit toutes les femmes, leur promet le mariage puis les abandonne. Révolté, hypocrite et impie, sûr de son désir, il affronte un monde qui l'humilie. Ce géant blessé épuise sa vie et brûle ses dernières cartouches. Dans quelques jours, il se rendra inexorablement au rendez-vous avec son destin.
L'allure de ce Don Juan de cinéma intrigue, un colosse usé, suant, dépoitraillé sur son cheval. Plus déroutante encore la déconstruction du texte de Molière opérée par Jacques Weber. Moins de scènes, dans un ordre inédit, avec une proportion insolite à éclater les répliques et à les commencer en un lieu pour les terminer dans un autre. C'est que Don Juan est en fuite, en bout de course, au fin fond de l'Espagne, et taraudé par sa femme prochaine. Il n'a jamais cru en rien, sauf en son désir. Or son désir se tarit. Pas étonnant que tout ce qui lui arrive ait l'air d'une mascarade intempestive, y compris ses ultimes manigances de tombeur, dénuées de toute conviction, y compris aussi les prières et les menaces d'Elvire, Emmanuel Béard très gracieux exalté, ou les sentences solennelles du père, excellent Michael Lonsdale. Jacques Weber a épousé l'amertume, le désenchantement, la fatigue de son personnage. Jacques Weber, qui signait là son premier film, avait tenu le rôle-titre sur scène sous la direction de Francis Huster. Weber confiait, c'est l'histoire d'un type à bout de souffle. Faust, une légende allemande de Friedrich Wilhelm Murnau, restaurée et éditée par les éditions Potemkin. Réalisé en 1926, Faust compte à juste titre pour une des œuvres majeures du cinéma muet. Après le succès du Dernier des Hommes, la UFA, qui produisait le film, promit en effet à Murnau un budget illimité pour le réaliser. Le souci de l'adaptation s'y marie à une invention picturale inouïe, elle-même au service du plus ambitieux des projets. Peindre l'affrontement moral et abstrait du bien et du mal, des ténèbres et de la lumière. Dans une nuée d'apocalypse, Satan et l'archange se lancent, dès les premières images, un défi pour le diable, celui de réussir à corrompre Faust, modèle du savant entièrement voué à soulager l'humanité de ses maux, pour l'ange de lui démontrer l'incorruptibilité de certains hommes. Dépassant la peinture du conflit entre la nature et la culture, qui caractérise son Nosferatu, Friedrich Wilhelm Murnau adapte Goethe, plonge son spectateur dans un univers totalement artificiel. L'expressionnisme n'est plus ici la peinture inquiétante d'un monde psychique venu hanter le monde réel, mais l'affirmation d'un espace délibérément poétique. Un espace où l'idée pure s'incarnerait dans l'apparition de figures grotesques ou pathétiques, tant autant que dans l'usage, par le directeur de la photographie Karl Hofmann, de la lumière et des clairs-obscurs, mais aussi de l'architecture, des décors labyrinthiques et étroits, signés Robert Hertz et Walter Öhring. Murnau multiplie les images saisissantes et allégoriques comme l'ombre du diable s'allongeant sur la ville et pulvérisant. L'Assemblée de Mariana Otero, édité par Épicentre Film. Mariana Otero réalise plusieurs films pour Arte, dont La Loi du collège, qui deviendra le premier feuilleton documentaire de la chaîne. Puis elle se tourne vers le cinéma, avec notamment Histoire d'un secret, primé dans de nombreux festivals internationaux, et Entre nos mains, nommé au César. En 2013, elle réalise À ciel ouvert, un film qui permet de comprendre la vision singulière du monde d'enfants psychiquement et socialement en difficulté. En prolongement du film, elle écrit avec Marie Bremont le livre À ciel ouvert, Entretien. En 2017, elle finit la réalisation de L'Assemblée, un film tourné pendant Nuit debout, qui montre comment les gens, sur la place de la République à Paris, s'essayent à la réinvention de la démocratie. C'est un des rares témoignages sur le phénomène Nuit debout. Filmé au plus près de l'Assemblée, place de la République, les interviews bonus sont faites avec des figures majeures de la gauche critique. Frédéric Lordon, qui a participé au mouvement, le couple de sociologues Pinson-Charlot également, des spécialistes de la démocratie et de la prise de décision collective. Tourné pendant le grand mouvement politique du printemps 2016, le documentaire de Mariano Otero raconte au plus près des participants la quête de nouvelles manières de débattre et de décider. Ex Libris de Frédéric Wiseman, édité par Blackout. Un documentaire passionnant sur la plus grande bibliothèque du monde. À 87 ans, le documentariste poursuit son exploration des institutions américaines dans ce nouveau film Ex Libris, The New York Public Library. Une fresque enthousiaste qui magnifie le rôle essentiel des bibliothèques dans la société. En 50 ans et 40 films, ce documentariste n'a jamais dévié, ni interview, ni voix off, ni musique additionnelle, mais la vie, telle que la capte sa caméra dans le mouvement collectif de groupes qui œuvrent ensemble. Cette fois, il s'immerge dans la New York Public Library, la grande bibliothèque de New York. Troisième au monde par ordre d'importance,
Ouverte en 1895, disséminée dans près d'une centaine de lieux, jusque dans les quartiers défavorisés de la ville. Frederick Wiseman s'installe et filme de longues séquences de réunions, déambule d'un vestiaire à un autre, se promène de quartier en quartier, que ce soit dans le bureau du charismatique directeur Anthony Marks, dans une antenne de Harlem ou du Bronx, où les habitants de tout âge, de toutes conditions, bénéficient de cours de langue, d'informatique, assistant à de multiples conférences, se plaçant derrière un comptoir pour enregistrer les demandes, observer l'efficace patience des employés. Ticket Follies est le premier chef-d'œuvre de Frederick Wiseman, en version restaurée et édité par Blackout. Ce documentaire montre la vie quotidienne des patients détenus dans l'unité carcérale psychiatrique de l'hôpital de Bridgewater. Les conditions de vie des patients sont déplorables. Ils subissent le harcèlement verbal et physique de la part du personnel de l'administration, soignants et gardiens. C'est une œuvre phare du cinéma documentaire, un brûlot interdit de diffusion pendant plus de 20 ans aux États-Unis. Le premier choc du film est celui d'une révélation brutale. Montrer ce qui était jusque-là maintenu hors de la vue du plus grand nombre, à savoir le peuple des fous. Ses comportements incohérents et ses postures démantibulées. Devant la caméra de Wiseman et de son chef opérateur John Marshall, se succèdent différents types d'aliénés, des délirants aux paranoïaques, des schizophrènes aux pervers sexuels, et avec eux tout un cortège de visages convulsifs, de gestes détraqués, de propos obsessionnels. Cette collection de dérèglements agit tout d'abord comme un violent démenti au corps hygiénique tel que construit par l'imagerie américaine, celle de la publicité, de la télévision et du cinéma. C'est tout le refoulé d'une société qui surgit à travers le noir et blanc quasi expressionniste de la photographie. Dès ce premier coup d'éclat, qui inaugurait une œuvre prolifique, Wiseman saisissait, avec une acuité sidérante, la coercition que le pouvoir exerce sur le corps. À la recherche des femmes chefs de Vehran Frediani, édité en DVD par Rimini Éditions. Militant et engagé, le documentaire esquisse les nombreux portraits de femmes, chefs d'entreprise, passionnées, innovantes, qui cherchent à leur manière à bousculer les idées reçues et à concevoir la cuisine de demain. À tour de rôle, qu'elles soient encore apprenties ou déjà professionnelles, elles racontent la difficulté à pouvoir exister et obtenir le respect qu'elles méritent. De l'absence de vestiaire non mixte au langage employé, jusqu'à la gestuelle qu'elles doivent adopter, toutes ces petites anecdotes contribuent à dessiner le grand tableau sombre, celui d'une profession où on juge une femme sur son physique et non pour ses compétences. La documentariste donne la parole à des fans pleines d'espoir et d'initiative, donnant une tonalité feel-good à l'ensemble. Des bancs de l'école jusqu'aux restaurants les plus prestigieux, la réponse apportée par celle qui se bouge pour faire changer les choses est tout autant un message rempli d'optimisme qu'une source d'inspiration. On ressort révolté, mais le sourire aux lèvres, le tout avec une folle envie de manger. Un beau mélange d'émotions pour un savoureux documentaire, le film événement sur les coulisses de la gastronomie. Dans la collection Arte Jeunesse, retrouvez La Fontaine fait son cinéma, le second opus de La Chouette du cinéma, une suite super chouette, éditée par Arte. L'année dernière, Cinéma Public nous proposait l'excellent programme La Chouette entre veille et sommeil. La Chouette revient cette année pour nous offrir La Fontaine fait son cinéma. 6 courts-métrages dès 4 ans, centrés sur les fables de La Fontaine. Le Corbeau et le Renard nous montre avec drôlerie un tournage de cette fable connue de tous, répartie avec de nombreux prix. Ce conte est tout simplement brillant. Rumeur revisite quant à lui la folle idée du ragot en forêt, tandis que des singes vont se battre pour des bananes dans la loi du plus fort. Mais être malin sera plus utile face au plus costaud. C'est ensuite au tour de Grenouille de se faire aussi grosse que le bœuf, pour conclure en plein délire avec la poule, l'éléphant et le serpent, ou encore un pingouin qui rêve de soleil. La Fontaine fait son cinéma est idéal pour ouvrir l'éveil de votre enfant et débattre avec lui de chacune des fables. Les Trois Mousquetaires, édité par Arte Jeunesse, un conte classique revisité, un pour tous, tous pour un. Le réalisateur des Espiègles nous revient avec ce joli conte, la première adaptation du roman d'Alexandre Dumas en animation de marionnette. Retrouvez d'Artagnan, tout frais sorti de sa Gascogne natale, et les Trois Mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, qui deviennent ses compagnons d'armes, mais aussi Richelieu et ses conspirations, la belle Constance Bonacieux. Arte nous propose un coffret 4 DVD intitulé Les trésors de l'animation, regroupant plusieurs courts-métrages, le meilleur des studios AB.
vous retrouverez des animaux fou, les aventures du tigre Calamoso et son ami l'oiseau Concelle, l'ours et le magicien, humour et magie au rendez-vous, l'équipe de secours, les 3 bricoleurs farfelus, SOS Brigade de secours, la suite avec nos 3 bricoleurs, Monk, Lemmy et compagnie, les héros, 2 animaux sortis d'un bestiaire imaginaire, plus Peter, un gamin espiègle et vilain farceur. Les nouvelles aventures de Monk, Lenny et compagnie, le bal des lucioles et autres cours. Dans la forêt, un tout petit monde s'anime pour le grand bal. Le tigre et les animaux de la forêt regorge d'animaux plus ou moins sauvages. À partir de 3 ans, le meilleur des studios AB avec les Wallace et Gromit laitons. Des trésors plein les poches, édités par Folimage. Petit homme ou petite bestiole, depuis une boîte minuscule, dans l'océan ou sur des collines enneigées et en musique. Les personnages de 6 courts-métrages du programme, des trésors plein ma poche, partent à la rencontre du monde et de l'autre. Des plaisirs et aventures à savourer pour tous les petits spectateurs dès 3 ans. 6 jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leur univers tendre, drôle et poétique. Le petit bonhomme de poche de Anna Chubineste, un petit homme, mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir dans la ville. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. Ils vont alors nouer des liens d'amitié grâce à la musique. Toile d'araignée de Nathalie Tchernysheva. Alors qu'une mamie tricote tranquillement dans son fauteuil, une araignée curieuse vient se poser sur son épaule. D'abord effrayée, la dame tente d'aspirer la pauvre bête. Mais pourquoi la maltraiter alors qu'elle pourrait partager la passion du crochet? La rencontre va prendre une tournure inattendue. Le dragon et la musique de Camille Muller, dans un royaume où règne un roi austère, une jeune fille joue de douces mélodies à la flûte, attirant ainsi un dragon mélomane. Mais le roi ne l'entend pas de cette oreille et compte bien chasser ses 2 originaux. À tire d'aile de Vera Miekicheva, une petite poule rêve de pouvoir voler, mais aucun animal de son entourage ne peut lui apprendre. Une rencontre avec des oiseaux migrateurs va pourtant lui permettre de réaliser ses désirs. Le nuage et la baleine de Alena Tomilova, un petit nuage se lie d'amitié avec une grande baleine bleue. Quand la baleine échoue sur une plage, le nuage n'hésite pas un seul instant. Il part à la rescousse de son ami, au risque de sa pauvre vie. La luge de Olesha Tchoukina, un écureuil, découvre les plaisirs de la glisse grâce à une luge abandonnée. Peaky Blinders, la série désormais culte d'Arte, revient avec une saison 4 inédite en DVD. En 1919, à Birmingham, soldats, révolutionnaires politiques et criminels combattent pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-guerre. Le Parlement s'attend à une violente révolte et Winston Churchill mobilise des forces spéciales pour contenir les menaces. La famille Shelby compte parmi les membres les plus redoutables. Surnommés les Peaky Blinders par rapport à leur utilisation de la lame de rasoir cachée dans leur casquette, ils tirent principalement leur argent de paris et de vols. Tommy Shelby, le plus dangereux de tous, va devoir faire face à l'arrivée de Campbell, un impitoyable chef de la police qui a pour mission de nettoyer la ville. Peaky Blinders propose un retour aux sources bien explicite pour cette famille de truands bourgeoisés dans cette saison 4. Occupied, édité par Arte. Le showrunner Jon Esbo revient avec une saison 2 palpitante. La géopolitique en action. Dans un futur proche, la Norvège est occupée par la Russie qui contrôle le pays et ses ressources pétrolières, avec le soutien de la communauté internationale. Selon la version officielle du Kremlin, il s'agit simplement d'établir l'exploitation et les exportations du pétrole norvégien pour se retirer ensuite une fois cette mission accomplie. Mais le véritable objectif des Russes pourrait bien être de mettre la main sur ces ressources et de faire en sorte que les transactions profitent aux oligarques. Illustrant les périls rencontrés par la démocratie, la série norvégienne s'est notamment tournée en Belgique. Une intrigue plus vraie que nature, à l'heure où l'Europe semble plus que jamais en difficulté. L'effet de réalisme est sciemment recherché par les créateurs d'Occupied. Maigret, saison 2, édité par Shawshank Film en DVD. Cette saison 2 de Maigret est comme la première, constituée de 2 épisodes de 90 minutes chacun. L'adaptation des romans de Georges Simenon est signée par Stewart Harcourt et Guy Andrew, tandis que l'on retrouve à la réalisation Tadeusz O'Sullivan et Sarah Harding. Après Jean Gabin, Jean Richard ou encore Bruno Kremer, autour de Rowan Atkinson, alias Mr Bean, de triompher dans la peau du grand commissaire Maigret.